Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance habituelle de l'Académie de chirurgie qui va être centrée sur la prise en charge interventionnelle des métastases. Avant de commencer, je voudrais faire une annonce qui est le décès de notre collègue Charles Frech, ORL, et dont l'épouse est également membre de l'Académie. Je propose qu'on fasse une minute de silence. Bien. Ensuite, donc, comme annonce au niveau de l'Académie, donc on a eu le lancement de la fondation qui a eu lieu la semaine dernière. Je crois qu'il a été très, très réussite et j'espère que ce lancement nous permettra et le marchepied pour nous pour progresser dans ce programme avec les trois projets de la fondation qui sont chirurgie essentielle, excellence de la chirurgie et puis le projet immobilier de Saint-Côme. Donc tous ces trois projets, séparément ou ensemble, méritent des fonds et donc il faut maintenant partir à la recherche de ces capitaux. On va écouter maintenant le compte-rendu de la séance de la semaine dernière par notre secrétaire. La séance du 30 octobre était une séance de communication libre et la première communication était celle de Rachid Sani de Niamey qui nous a fait part de son expérience sur la cholécystectomie laparoscopique chez le drépanocytaire à propos de 127 patients avec un âge moyen de 21 ans entre 2015 et 2017. Il a insisté sur plusieurs éléments, premièrement qu'il fallait éviter d'opérer en urgence, d'où l'intérêt de détecter les lithiases asymptomatiques avec une recherche échographique des calculs vésiculaires tous les 2 ans, que cette chirurgie devait être faite par des chirurgiens seniors, que la préparation préopératoire était un élément très important avec notamment la recherche parasitologique du paludisme et une autre cause d'hyperthermie, la réhydratation, l'antibioprophylaxie, le bilan cardiologique et la transfusion sanguine si l'hémoglobine était inférieure à 9 grammes par décilitre. En post-opératoire, certains patients devaient être mis en soins intensifs, notamment les homozygotes SS et les hétérozygotes SC. Il y a eu 2 décès avec 3 syndromes thoraciques aigus et il conclut que cette procédure est sûre chez le drépanocytaire sous réserve de cette prise en charge adaptée et également multidisciplinaire qui doit inclure l'hématologue, l'anesthésiste, le pédiatre et le chirurgien. La communication suivante était celle de l'équipe de Philippe Ngo et tous les co-auteurs que vous voyez ici sur la cure des hernies ventrales par voie totalement extra-péritonéale, par voie laparoscopique. Il a rappelé que la cure par voie intrapéritonéale avait quelques inconvénients, avec notamment le contact de la prothèse au niveau du péritoile. Malgré la phase anti-adhérentielle, il y avait des adhérences et des complications possibles, que les agrafes étaient douloureuses, et il nous a montré donc cette technique avec une voie soit ascendante, soit latérale, soit descendante, avec des bons résultats, et comparé donc à cette voie célioscopique, il semble qu'il n'y ait que des avantages. Dans les commentaires, il a été souligné qu'il fallait comparer cette voie d'abord extra-péritonéale laparoscopique avec la voie ouverte, d'où la nécessité peut-être de faire un registre. Et Jean-Pierre Cossa a souligné que c'était une technique facile à apprendre et qui coûtait moins cher, puisqu'on ne mettait pas, la prothèse était beaucoup moins chère et qu'on n'utilisait pas les agrafes. La communication d'après était sur le risque antalgique et sur la crise des opioïdes qui nous est venue des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? En fait, dans le bilan de la NSM, les antalgiques massivement prescrits sont des non-opioïdes dans 78% des cas, 20% d'opioïdes faibles et 2% d'opioïdes forts.
que la consommation des opioïdes faibles a diminué, mais en fait, elle est due à la disparition du diantalvic avec une augmentation de la consommation du tramadol et de la codéine. Et lorsqu'on regarde les complications liées à ces opioïdes faibles, notamment 46% de décès parentalgiques en 2019 liés au tramadol, que la prise en charge de la douleur était finalement mieux prise en charge par la morphine à faible dose, qu'il y avait moins d'inconvénients de complications et que le risque addictif n'était pas forcément moins important. Il concluait qu'en France, il n'y avait pas de crise des opioïdes, que la médicalisation de ce fait avait induit une peur probablement disproportionnée et qu'il serait regrettable que la prise en charge de la douleur recule dans notre pays. Et dans les commentaires, il a été souligné le problème du diantalvic, qui était un bon antalgique, qui avait été supprimé du fait de l'augmentation du risque de suicide dans les pays du Nord. Et Alain Séry disait qu'il fallait essayer de se mobiliser pour le remettre en liste. Gilles Bontemps nous a parlé de l'outil fait pour les chirurgiens, Visuchir, développé par la CNAM. C'est un outil qui est médicalisé, qui est facile d'accès, en open data, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien, et ça permet d'avoir une idée très précise de l'activité d'un établissement, de pouvoir se comparer entre établissements et sur le plan national, de pouvoir avoir une vision assez globale et précise de l'activité chirurgicale et que cet outil devait être, que les sociétés savantes et les conseils nationaux professionnels devaient s'emparer de cet outil et que les structures transversales telles que l'Académie de chirurgie devaient aussi également s'en emparer. François Richard a souligné qu'effectivement, dans le cadre du travail réalisé à la DGS sur l'évolution des autorisations en chirurgie, la connaissance de ces données par les spécialités et notamment par l'Académie de chirurgie était indispensable pour une réflexion partagée et constructive. Et Gilles Bontemps a dit que la transparence était un élément essentiel pour nourrir un dialogue de gestion intelligente et qu'il n'y avait pas d'éléments financiers dans cet outil, que les éléments financiers se trouvaient dans d'autres outils tels que Hospidiag. Patrick Faugier nous a parlé ensuite des problèmes de communication entre les différents professionnels de santé qui pouvaient entraîner des événements porteurs de risques, voire des événements indésirables plus graves. Il a repris pour cela la base Vascurisque et il a sorti 602 événements ciblés déclarés entre 2016 et 2017 et ont été analysés. Et les principales acteurs en cause étaient bien sûr les chirurgiens, mais surtout les médecins anesthésistes réanimateurs, mais également les infirmiers du bloc opératoire, le personnel infirmier du service, les secrétaires, et que cette communication était extrêmement importante pour éviter ces événements porteurs de risques, et qu'au bloc opératoire, la checklist avait été une barrière assez efficace pour éviter que ces événements porteurs de risques deviennent des événements graves. Henri Coudin a souligné qu'il ne fallait pas oublier le pharmacien dans la chaîne, notamment en ce qui concerne les dispositifs médicaux implantables. Yves Jacob a terminé cette séance sur les aléas et les mirages du traitement percutané des lésions du poignet et de la main. Il a rappelé que la chirurgie du canal carpien représentait la première cause de procédure en chirurgie de la main et que la comparaison entre la technique dite conventionnelle et les chirurgies percutanées ne montrait pas d'efficacité supplémentaire. Cette analyse avait été faite sur le registre de sinistralité de la plus grande assurance des chirurgiens de la main. Qu'en ce qui concerne la disparition des paresthésies, de la reprise du travail, il n'y avait pas de différence, que la récupération dépendait surtout de la rapidité d'utilisation de la main en post-opératoire, et par contre que les chirurgies percutanées laissaient apparaître un risque accru de complications nerveuses, et que celles-ci augmentaient avec la diminution de la taille de la cicatrice et favorisaient des récidives. Il a insisté également sur le fait qu'il était important que ce soit un opérateur de la chirurgie de la main, membre de la société, et il avait moins d'ennuis que les autres chirurgiens. Il a conclu que les techniques conventionnelles avaient fait la preuve de leur efficacité et que néanmoins, il ne fallait pas s'interdire le progrès qui devait servir le patient avec une évaluation scientifique rigoureuse. Je vous remercie. Bien. Merci, monsieur le secrétaire annuel. Donc, s'il n'y a pas d'objection, on adopte le compte-rendu.